Janvier 1910. Paris. Lors de la grande crue de la Seine, le zouave du pont de l'Alma est recouvert d'eau jusqu'aux épaules. Un record. La hauteur d'eau par rapport à la statue est aujourd'hui devenue un indicateur populaire du niveau de la Seine, comme récemment, en 2016 ou 2018. Cette statue de ce soldat français de l'armée d'Afrique, le zouave, fut érigée initialement en hommage à l'attitude héroïque de cette unité d'infanterie légère lors de la bataille de l'Alma en 1854. Cette bataille se déroula durant une guerre peu abordée en France, la guerre de Crimée. Les pertes furent terribles pour tous les belligérants dans ce conflit entre grands empires, notamment pendant un épisode qui dura 11 mois, le siège de Sébastopol. Revenons donc sur les causes et le déroulement de cette guerre de Crimée, et observons comment elle modifia les équilibres européens. L'immense territoire russe compte 60 millions d'âmes en ce milieu du XIXe siècle. Le tsar, tout puissant, se veut protecteur de l'Église orthodoxe, religion officielle du pays. Depuis le grand schisme de 1054, les chrétiens sont divisés entre églises romaines et grecques. S'émancipant peu à peu de la tutelle de Constantinople, le centre spirituel des orthodoxes russes se déplace vers Moscou, dont le patriarcat est créé en 1589. Les lieux saints, situés à Jérusalem, sont donc communs aux deux branches de la chrétienté. Les disputes pour le contrôle et la protection de ces lieux sont courants. Suite aux croisades, le droit de pratiquer le culte chrétien sur les lieux saints fut reconnu par les musulmans. Et c'est aux Francs, qui avaient créé les États latins d'Orient, que revint le rôle de garder ces lieux. Lorsque la ville sainte passe sous contrôle ottoman en 1517, c'est avec le roi de France, François Ier, que Soliman le Magnifique conclut des accords pour entériner cette pratique. Ce sont les capitulations de 1535. Ces accords sont sans cesse renouvelés, mais à partir du XVIIIe siècle, les relations franco-ottomanes commencent à se dégrader. C'est à cette période que la Russie s'impose peu à peu comme une immense puissance, et commence à exiger de l'Empire ottoman un assouplissement des concessions et plus de droits pour les prêtres orthodoxes. En 1817, sous la pression russe, le sultan émet un firman, un décret royal. Les lieux saints n'appartiennent désormais ni aux chrétiens, ni aux orthodoxes, mais aux Turcs. Les Français protestent et sont rétablis dans leurs droits, mais les Grecs grappillent doucement les lieux. En 1847, une étoile d'argent située dans l'église de la Nativité est dérobée aux latins. Le sultan doit ménager l'ombrageuse Russie et l'allié historique français, et finit par émettre un firman qui ne contente au final personne. Car au-delà de ces questions religieuses qui vont mener à la guerre, ce sont surtout des intérêts politiques et économiques qui animent les grandes puissances. Les Russes souhaitent établir un véritable protectorat sur les orthodoxes qui vivent dans l'Empire ottoman, et qui représentent tout de même 30% de la population. Ce serait une véritable mise sous tutelle du sultanat. L'objectif du tsar Nicolas Ier est maladroitement dissimulé, mais en réalité son jeu est clair. En se servant du prétexte des lieux saints, il souhaite dépecer cet empire. Cela ouvrirait l'accès à la Méditerranée par le détroit du Bosphore et les Dardanelles. Son grand dessein passe également par la sécurisation de la mer Noire en annexant les provinces des Balkans. Projet qui inquiète les Autrichiens, tétanisés à l'idée qu'une partie de sa population slave, animée par des désirs d'émancipation, devienne indépendante ou rejoigne la puissante Russie, qui pourrait alors lui porter un coup fatal. Les Britanniques ne voient pas d'un bon œil cette possible expansion territoriale, qui pourrait toucher ses intérêts économiques et commerciaux, car la route des Indes passe par l'Empire ottoman. La France, quant à elle, vient de changer de régime. Le Second Empire est proclamé le 2 décembre 1852. En politique étrangère, l'objectif de Napoléon III est de restaurer le prestige de la France et d'effacer l'humiliation du traité de Vienne de 1815, qui excluait la France du concert diplomatique européen. Les grands empires européens sont particulièrement méfiants à l'idée qu'un Bonaparte soit à la tête du pays. Napoléon III souhaite donc présenter des gages quant à ses intentions pacifiques. Mais en 1852, la rivalité franco-russe s'éveille à nouveau sur la question d'Orient. Le problème tourne autour de l'accès à l'église de Bethléem et d'une décision pour le moins paradoxale. On remet aux Français la clé du bâtiment, mais ils ne peuvent célébrer les offices. Pourtant, ce droit leur était confirmé par les capitulations de 1740. Un terrain d'entente est finalement trouvé, mais Nicolas Ier,
insatisfait, attend le départ de l'ambassadeur français pour violer l'accord. La querelle des lieux saints s'envenime. Les Russes exigent désormais les mêmes droits que les Français. Les Ottomans refusent. Un amiral russe est envoyé en ambassade à Constantinople pour régler cette crise diplomatique directement avec le sultan. Mais Alexandre Menchikov, militaire brutal, est haineux des Turcs depuis l'ablation d'un de ses testicules lors d'un précédent conflit avec les Ottomans. Il va jeter de l'huile sur le feu. Irrespectueux du protocole, il se comporte en vainqueur méprisant. Parallèlement, les diplomates russes négocient avec les Anglais sur un possible démantèlement de l'Empire ottoman et un partage des territoires. L'Angleterre refuse, préférant éviter que la Russie devienne trop puissante. De son côté, Napoléon III envoie une flotte en mer Égée afin de faire pression sur le tsar. Menchikov envoie un ultimatum à la Sublime Porte, autre nom de l'Empire ottoman, le 5 mai 1853. Les Russes désirent un protectorat total sur les lieux saints et la possibilité d'intervenir en terre turque pour protéger les orthodoxes de l'Empire. En cas de refus par le sultan, la Russie attaquera. Le sultan, qui a 5 jours pour répondre, refuse, soutenu par les Anglais qui lui conseillent de ne pas céder aux pressions. Abdul-Messid réitère les droits accordés à chaque partie jusqu'à présent. En représailles, la Russie occupe la Moldavie et la Valachie, vassaux des Ottomans. Les ambassadeurs de tous les pays s'activent pour éviter un embrasement général. Mais l'excitation religieuse et nationaliste agite désormais les Turcs. Le 4 octobre 1853, l'Empire ottoman déclare la guerre à l'Empire russe. Les premiers coups de feu sont tirés le 25 octobre. Malgré des forces inférieures, les Ottomans surprennent en attaquant les premiers et remportent quelques succès. Afin de protéger Constantinople, leur flotte mouille en mer Noire. La stratégie russe va précipiter l'entrée en guerre de la France et de l'Angleterre. Le 30 novembre au matin, à Sinope, surgit de la brume de la mer Noire une flotte russe, composée de 6 cuirassés, 3 frégates et 3 vapeurs de guerre. Leurs tirs nourris anéantissent les petits navires à voile ottoman. Les Russes sont implacables. Le port commercial est bombardé. La ville s'embrase. De nombreux civils périssent. L'émoi en Occident est considérable, bien aidé par le lyrisme des journaux, qui n'hésitent pas à exagérer les pertes. Napoléon III et la reine Victoria considèrent cette affaire comme une provocation de la part de la Russie, et un dévoilement de ses volontés jusque-là cachées, la destruction de l'Empire ottoman. Napoléon III envoie une lettre directement au tsar en janvier 1854, dans une dernière tentative de conciliation. Mais Nicolas Ier lui répond par un certain mépris, lui rappelant au passage l'humiliation subie par Napoléon Ier en 1812 lors de la campagne de Russie. Un ultimatum est envoyé conjointement par la France et l'Angleterre le 27 février, intimant l'ordre aux Russes de retirer leurs troupes des provinces occupées. Lors de la session législative du 2 mars, Napoléon III justifie sa future action. Si la France a tiré l'épée, c'est qu'elle y a été contrainte. Si nous allons à Constantinople, c'est pour protéger les droits des chrétiens, défendre la liberté des mers et notre juste influence en Méditerranée. Un grand emprunt national de 250 millions de francs est lancé dans la foulée pour financer la guerre. Il rapportera 468 millions, permettant le recrutement des troupes et la réorganisation de l'artillerie. Le 27 mars 1854, France et Angleterre déclarent officiellement la guerre à la Russie. Un traité d'alliance est signé dans la foulée avec les Ottomans. 310 000 Français et 100 000 Britanniques sont mobilisés pour rejoindre les 220 000 Ottomans qui vont affronter les 1,2 million de Russes, la plus grande armée du monde. La grande innovation technologique du moment, le chemin de fer, facilite l'acheminement du matériel jusqu'au sud de la France, lieu de départ des troupes, même si la logistique pour une telle opération reste un casse-tête. Les troupes françaises, commandées par Saint-Arnaud, et anglaises, dirigées par Lord Raglan, débarquent à Varna fin mai. La cohabitation est difficile pour les ennemis héréditaires, qui doivent cette fois mener la guerre ensemble. Pendant l'arrivée progressive des troupes européennes, les Russes attaquent dans le Caucase, mais leur avancée est mineure. Les états-majors ne savent pas quelle stratégie adopter. Plusieurs options s'offrent. Marcher à la rencontre des Russes s'ils descendent sur Constantinople, ou prendre la Crimée, notamment Sébastopol, où se concentre le gros de la marine, et ainsi porter un coup fatal aux ambitions du tsar en mer Noire pour le contrôle de la Méditerranée. C'est alors qu'un nouvel acteur entre en scène et oblige les Russes à lever le siège qu'ils portent sur Silistra le 23 juin. L'Autriche manœuvre et déploie 100 000 hommes en Roumanie afin de pousser l'armée du tsar à se retirer dans son territoire, ce qu'il fait doucement sous la menace de l'affrontement. À ce stade, une issue pourrait être trouvée, mais les investissements furent trop lourds pour les Français et les Britanniques. Il faut porter un grand coup aux Russes pour qu'ils ne soient pas tentés de réitérer la manœuvre dans un futur proche.
4 points sont proposés au tsar pour mettre fin au conflit, qui porte sur l'abandon de toute revendication territoriale dans la région et de ses ambitions religieuses au Moyen-Orient. Refus évident de la fière Russie. C'est la flotte tsariste qui précipita l'entrée de la France et de l'Angleterre dans le conflit, c'est donc elle qu'il faudrait détruire. Elle mouille en rade de Sébastopol. La prise de la ville est donc le nouvel objectif de la guerre. Durant les préparatifs du débarquement en Crimée, au mois de juillet 1854, un fléau destructeur s'abat sur les troupes. Le choléra, maladie venue d'Asie, va frapper le monde par vagues pandémiques durant tout le XIXe siècle. Il fut observé en France pour la première fois en 1832. Le contaminé est emporté par un épisode diarrhéique sévère en moins de 72 heures. Les soldats, tenus dans l'ignorance de leur destination, subissent de plein fouet l'épidémie. Les Français perdent 5000 hommes durant l'été. Le 14 septembre, les forces alliées débarquent 45 km au nord de leur objectif. Surpris, Menchikov décide d'attaquer la coalition en réunissant le plus gros de ses troupes de Crimée, sur les rives de l'Alma. C'est un revers sévère pour les Russes, qui sont mis en déroute en à peine 90 minutes. Ils réussissent à se replier sur Sébastopol. Les troupes coalisées assiègent la ville, défendues par environ 35 000 hommes et plus de 500 canons. L'épisode majeur de la guerre de Crimée débute, le siège de Sébastopol. Tout commence mal. Saint-Arnaud meurt du choléra le 29 septembre. Car les soldats ont amené avec eux les maladies, choléra, mais aussi scorbut, dysenterie et typhus, qui vont décimer pendant près d'1 an les troupes, tuant plus que les balles. Sur les 95 000 morts français, seuls 20 000 le seraient du fait des combats. Les Alliés pilonnent la ville au mois d'octobre. Mais les Russes réparent les fortifications durant la nuit. Ils lancent même des contre-offensives. La première, à Balaklava le 25 octobre, où se trouve le port d'approvisionnement des Britanniques. Un épisode restera célèbre, celui de la charge de la brigade légère, offensive absurde de la cavalerie de Sa Majesté, dans une vallée entourée de pièces d'artillerie russe. Assaut lancé suite à des problèmes de communication, sabre au clair face à des canons, ce qui fera dire à un général témoin de la scène « C'est beau, mais ce n'est pas la guerre ». Malgré cet épisode, la contre-offensive russe n'aboutit pas. Une deuxième tentative est lancée à Inkerman 11 jours plus tard. Nouvel échec. Le tsar reste inflexible. Sébastopol ne doit pas tomber. Le siège est parti pour durer. Le 14 novembre, une terrible tempête frappe la région. Les flottes françaises et anglaises échappent de peu à la destruction totale. On entreprend de creuser des tranchées, dans la roche et dans la nuit. Elles sont conçues en plusieurs rangées et en zigzag, préfigurant la terrifiante pratique de la Grande Guerre. Le froid s'invite à partir de la deuxième moitié de novembre, et l'hiver rigoureux fait des travaux de siège une entreprise laborieuse. Une crise sanitaire s'installe. Froid, maladie, manque d'eau et malnutrition éreintent le soldat de base. La vie quotidienne est un enfer, largement décrit par la presse occidentale, dont les informations arrivent plus facilement grâce au télégraphe, alors en plein développement. Une autre innovation majeure offre un compte-rendu saisissant de la guerre de Crimée. La photographie capte le quotidien des soldats. Pour la première fois, 2 correspondants de guerre sont envoyés par la reine Victoria pour couvrir l'événement. Les opérations stagnent durant tout l'hiver. Mais dans l'ambiance feutrée des chancelleries, les diplomates s'activent. En décembre, l'Autriche rejoint officiellement la France et l'Angleterre, mais reste timorée dans son engagement militaire. Dans sa volonté de briser l'héritage du congrès de Vienne de 1815, qui excluait la France, Napoléon III va tout faire pour intégrer au conflit le royaume de Piémont-Sardaigne, ennemi de l'Autriche, et jeter ainsi un pavé dans la mare européenne sur la question italienne et sa possible unification. Voyant les bénéfices qu'il pourrait tirer d'une victoire, les Piémontais engagent un contingent de 20 000 hommes. Un espoir naît en mars lorsque le tsar Nicolas Ier meurt, mais son successeur, Alexandre II, poursuit le combat. Au printemps, les manœuvres reprennent. L'état-major allié décide de porter les efforts sur le fort de Malakoff, bastion dominant la ville. En avril, 160 000 obus sont tirés sur Sébastopol. Les escarmouches sont lancées pour tester les défenses adverses durant tout l'été. Tirs d'artillerie, attaques au corps à corps meurtrières, retours dans les tranchées font que cette guerre est souvent considérée comme une répétition générale du carnage de 14. Alexandre II lance un assaut de la dernière chance. Il est repoussé. Enfin, le 8 septembre, un grand assaut est lancé par les Alliés.
la prise du fort de Malakoff par les troupes du général MacMahon porte un coup fatal aux Russes. C'est à cette occasion qu'il aurait prononcé la célèbre phrase « J'y suis, j'y reste », alors qu'une information courait sur une possible explosion du bastion. Le principal intéressé a d'ailleurs toujours nié avoir dit ces mots, qui sont pourtant entrés dans l'histoire. Sébastopol tombé, la guerre va rapidement s'achever. Alexandre II, acculé, cède aux exigences présentées par les Alliés le 16 janvier 1856. La guerre finie, il faut désormais faire la paix. Habilement, Napoléon III réussit à organiser le congrès à Paris, marquant le retour de la France sur la scène européenne. C'est une victoire diplomatique et symbolique pour l'empereur, qui au passage ménage Alexandre II et lui évite une humiliation publique, encourageant un rapprochement franco-russe pour l'avenir. Le traité de Paris est signé le 30 mars. Les Russes acceptent les 4 points proposés par les Alliés avant le siège de Sébastopol. Autonomie des provinces danubiennes, démilitarisation de la mer Noire, libre circulation sur le Danube, et pour en revenir à l'origine de cette guerre, renoncement à tout protectorat sur les Lieusaint et les orthodoxes de l'Empire ottoman. Vivement critiqué, même par ses propres soldats, comme Léon Tolstoï, qui participa à cette guerre, le tsar engagera une série de réformes afin de moderniser le pays. Abolition du servage en 1861, libérant 23 millions de paysans, réforme de l'instruction, de la justice ou de l'armée sont à l'ordre du jour. Mais ces belles initiatives se heurtent à la structure rigide de l'impérialisme autocratique russe, sans insuffler une once de démocratie ou de parlementarisme. Cette guerre a permis à l'Empire ottoman de conserver son intégrité et à la Grande-Bretagne ses intérêts sur la route des Indes. C'est finalement l'Autriche qui se retrouve isolée sur la scène européenne, coupable de ne pas avoir choisi clairement son camp. Le grand gagnant de la guerre est au final le petit royaume de Piémont-Sardaigne, qui avec des pertes d'à peine 2000 hommes, va se retrouver en négociation avec de grands empires. Un accord secret passé avec Napoléon III, assurant de son soutien en cas de guerre contre l'Autriche, va s'avérer décisif quelques années plus tard. En 1859, l'Autriche cède la Lombardie à la Sardaigne, après la seconde guerre d'indépendance italienne. Ce royaume se transformera en royaume d'Italie, menant à l'unification du pays quelques années plus tard. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer et à partager si c'est le cas. Je vous invite à soutenir le développement de la chaîne sur Utip ou Tipeee. Encore un grand merci aux tipeurs d'ailleurs. Encore merci d'avoir visionné et à bientôt pour un nouvel épisode.